Tout de suite, une keynote par Incremis de ChatGPT aux usages business, les potentialités et les limites de l'IA générative. L'IA générative promet une réponse facile pour créer rapidement du contenu et des images de qualité professionnelle. Pourtant, derrière les effets d'annonce, la réalité de la transformation digitale est souvent plus contrastée. Cette keynote expliquera le fonctionnement de l'IA, ses capacités et limites pour fournir une réflexion globale et aider les dirigeants à démêler le vrai du faux pour mener une transformation véritable. Et avec nous, le dirigeant d'Incremis, je vous invite à applaudir Iban Touchet. Bon, merci à tous pour votre présence sur cette plénière, l'IA entre promesses et réalité, où on va donc aborder ensemble les potentialités, mais aussi les limites de l'IA générative. Pour me présenter très rapidement, je ne pense pas que beaucoup de gens me connaissent, je m'appelle Iban Touchet, je dirige donc une société. On commercialise deux produits, Incremis, qui est une plateforme SEO 360, qui a été fondée en 2014, qui a donc 10 ans d'ancienneté aujourd'hui, et SparkNeo, une solution beaucoup plus récente, 2022, grâce à laquelle on fait de la génération de contenu à très grande échelle. Donc c'est notre dernier petit joujou. À l'ordre du jour, trois grandes sections. D'abord, IA, fonctionnement des moteurs. Je pense que c'est très important de revenir sur le fonctionnement réel de l'IA générative parce que ça va avoir des impacts sur toute la suite de la présentation. Ensuite, l'IA, c'est sa data. Et pour finir, la troisième partie sur les cas concrets d'application de l'IA générative que vous pouvez véritablement implémenter dans votre société. IA et fonctionnement des moteurs. Alors, comment sont construits ces moteurs? L'approche est maintenant connue. On imagine une énorme machine avec quelques milliards de paramètres et on l'a entraînée à donner un texte en entrée pour qu'elle devine le bout de mot en sortie le plus plausible. D'accord? C'est ça l'approche. En fait, historiquement, cette approche, elle avait été utilisée pour des photos, pour des chats et des chiens. Donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on mettait en entrée 1 million de photos de chats et la machine se disait, bon, si mes paramètres sont un petit peu à gauche, ça veut dire que c'est un chat. On commence ensuite avec 1 million de photos de chiens en entrée. La machine se dit, bon, si mes paramètres sont un petit peu plus à droite, c'est un chien. Et à partir de là, on peut mettre une photo de chat ou de chien en entrée et la machine va déterminer si c'est un chat ou un chien. D'accord? Alors, le point, c'est qu'avec les chats et les chiens, on est déjà dans un environnement en fait binaire, très déterministe. On est un chat ou on est un chien, on n'est pas un chat-chien. D'accord? Alors qu'avec le texte, on est déjà dans un environnement beaucoup moins déterministe, beaucoup plus incertain. Si je commence une phrase et que je demande à chacun d'entre vous de me dire le mot le plus plausible qui suit le début de ma phrase, on ne va pas être d'accord. Donc on voit déjà qu'on va on va avoir beaucoup plus de hasard, si vous voulez, à partir du moment où on va être sur de l'IA générative. Les implications technologiques. Si on construit une machine sur ces principes, qu'est-ce qui va se passer? Déjà, la machine est dépendante à 100% de sa donnée d'entraînement. Qu'est-ce que ça veut dire? Je peux prendre un LLM, je le nourris de textes démocratiques. Chaque fois que je vais interroger ce LLM, il va me sortir un texte qui va vanter la démocratie. Je prends ce même LLM, je le nourris de textes dictatoriaux. Chaque fois que je vais consulter ce moteur, il va me générer un texte pour vanter les valeurs de la dictature. Deuxièmement, c'est très important de garder en tête qu'il n'y a aucune compréhension des textes qu'il génère. Pourquoi? Parce qu'on est sur une génération petit bout par petit bout de mot par petit bout de mot, mais on n'a pas une compréhension globale de la phrase, et je vais l'illustrer tout à l'heure. Troisièmement, gardons en tête qu'il n'y a pas de représentation du monde. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les 5 sens, l'ouïe, le toucher, la vue, l'odorat, tout ça c'est en dehors de l'équation. L'amour, la haine, l'amitié, le chaud, le froid, toucher quelque chose, tout ça est complètement dehors de l'équation, d'accord? On a simplement construit une machine massivement avec des textes en entrée pour deviner un petit bout de mot en sortie. Et au final, dernier point, n'oublions pas, c'est que cette technologie d'IA générative n'a pas été construite pour faire des raisonnements, pour avoir du sens critique, et par construction, on va faire face à beaucoup de hasard, parce que pour un même texte en entrée, si vous appelez 2 fois la machine, vous n'aurez pas la même sortie. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de voir une petite vidéo qui date de 2022, au moment du lancement de SparkNeo, où on met en évidence le véritable fonctionnement des moteurs. Donc, je vais faire un petit voice-over sur cette vidéo. Si vous pouviez envoyer la vidéo, s'il vous plaît.
Voilà, donc on est dans le playground de 2022 d'OpenAI, et on a ce paramètre pour mettre en avant en fait, les probabilités des petits bouts de mots, des tokens. On va lancer un prompt, liste-moi 10 activités touristiques. Le résultat du moteur va être affiché avec un code couleur qui en fait affiche les probabilités de chacun des petits bouts de mots. Qu'est-ce qui s'est passé en fait par rapport à ce texte? La machine a commencé par faire vise, parce qu'elle avait 70% de chance. Ensuite, elle se dit, je fais quoi? Visite, visiter, IT, 75, 25, elle part sur visite en fait. Ensuite, elle fait quoi? Elle fait du, 2, 34, 35, c'est pas trop, elle part sur du. CH, muse, musée, château, etc., etc. C'est ça le fonctionnement de l'IA générative, depuis le début. Donc on est, quand on regarde le résultat global sur une phrase qui a un sens complet, mais n'oubliez jamais que la machine, elle, a simplement fait des petits bouts de mots les uns à la suite des autres. C'est très trompeur. D'accord? C'est clair pour tout le monde? Si on pouvait repasculer sur... super. Alors, exemple de raisonnement de GPT-4o. Alors GPT-4o, je rappelle que c'est le modèle qui est sorti il y a 2 ou 3 mois avec une démonstration très impressionnante, hein, avec des iPhones, des interactions temps réel, etc. Hein. C'est le dernier moteur. Donc, Charlotte a 3 sœurs et un frère. Combien de sœurs a le frère de Charlotte? D'accord. Donc pour s'amuser avec les moteurs, il suffit un petit peu de faire le frère, la sœur, le cousin. Et à partir de là, qu'est-ce qui va se passer? Le frère de Charlotte a également 3 sœurs, puisque Charlotte et ses 3 sœurs sont toutes les sœurs de son frère, il a donc 3 sœurs. Donc vous voyez déjà, quand on lit la phrase, on n'y comprend pas grand-chose, un petit peu perdu déjà, mais n'oubliez pas, ce raisonnement n'a pas eu lieu en fait. On est juste sur la génération de tokens les uns à la suite des autres. D'accord? Alors quel est le problème? Si je m'appelle Charlotte et que j'ai 3 sœurs, je suis dans une fratrie de 4 sœurs. Donc ça, c'est déjà le premier problème. Mais fondamentalement, ce qui s'est passé, c'est simplement que le petit 3, là, le token 3, il est passé peut-être à 51%, le 4 à 49%, boum, les probabilités sont aux oubliettes, et donc le moteur génère quelque chose qui n'a pas de sens. OK? Alors avant de passer à la prochaine section, je vais simplement dire au cas où certaines personnes dans l'audience n'avaient pas vu le 3 et le 4, hein, quand on a préparé ça en interne, ni le responsable marketing, ni le responsable commercial, ni le responsable technique n'avaient réalisé qu'en fait, il fallait 4 sœurs. D'accord? Donc, ne vous inquiétez pas. Mais globalement, voilà, il suffit de s'amuser et on voit bien qu'il n'y a pas de raisonnement derrière. Alors, l'IA, c'est sa data. Donc, pour illustrer cette section, je vous propose d'abord de prendre une métaphore assez jolie et ensuite, on va vraiment aller dans un cas très, très concret. Alors, supposons qu'on fait un retour dans le passé, on retourne à la préhistoire, d'accord? Et là, qu'est-ce qu'on fait? On prend toutes les images de tous les dessins, de toutes les caves de la planète, et on nourrit ça dans un moteur, ok? On prend tout ce qui existe. À ce moment-là, le petit prince arrive, il voit cette machine, il est un petit peu étonné, et bien évidemment, qu'est-ce qu'il lui demande? Dessine-moi un mouton. Qu'est-ce qui va se passer? Peu ou prou, l'IA générative va générer un mouton, un dessin qui va ressembler à peu près à ce que vous voyez sur cet écran. En aucun cas, l'IA générative ne pourra générer ce que vous voyez ici. Il faut bien garder en tête que l'IA reste dans sa boîte d'entraînement. Elle ne crée pas, elle combine peut-être des expositions sur des créations pour vous faire croire qu'elle crée. Mais l'IA générative est en fait enfermée dans sa boîte. Alors, passons maintenant au cas pratique. Récemment, je regardais pour acheter un répéteur Wi-Fi pour mes parents, pour notre maison au Pays Basque. Pourquoi? Parce que les maisons au Pays Basque, au niveau isolation, l'approche a été un petit peu simple, c'est qu'ils font des murs de 2 à 3 mètres de large. D'accord? Donc vous avez votre box Internet dans une pièce, dans la pièce d'à côté, vous n'avez pas de réseau. OK? Donc je voulais réparer ça pour mes parents et acheter ce répéteur, c'est une petite boîte qu'on met dans les prises électriques et qui répète le réseau Wi-Fi partout dans la ferme familiale. Alors avant d'aller un petit peu plus loin, je voudrais vous demander de regarder en détail cette fiche produit et de voir si certains parmi vous sont étonnés, voient quelque chose qui les interpelle, qui va avoir un impact profond sur tout le reste de cette présentation,
Et je précise qu'il s'agit d'un screenshot réel d'Amazon. Donc je vous donne quelques secondes, je ne pourrai pas faire l'interaction malheureusement, mais regardez ça, et est-ce qu'il y a quelque chose qui vous semble un petit peu étrange? Il y en a qui ont vu quelque chose ou pas? Oui, c'est quoi? Exactement. L'enfer est dans le détail. À propos de cet article, ah ben on est bien. C'est donc un répéteur Wi-Fi qui, en plus, fait cocotte de riz. D'accord? Donc c'est un exemple classique de problème dans la data. Je précise que le screenshot est réel. Alors, je me suis dit qu'on allait prendre ça justement pour illustrer cette plénière. Que va-t-il se passer, d'après vous, si je prends l'intégralité des attributs d'Amazon et que je demande à GPT-4o de me faire une description de ce produit? Alors, on a pris le titre, la marque, le débit, etc. Et puis un petit peu de cocotte minute en bas parce que ce sont les attributs qui sont disponibles. On demande à GPT-4o de nous générer une description. Pas de problème. Il s'agit bien d'un design robuste, du choix idéal pour ceux qui veulent améliorer la couverture Wi-Fi, etc. Et bonus, il va vous faire du riz pour toute la famille. N'oubliez pas ce que je vous ai dit au début. Aucune compréhension du monde, aucun sens critique. On est face à de la génération de texte. D'accord? Alors, face à ce problème, la remarque souvent, c'est de dire le problème, ce n'est pas l'IA, c'est la data. Alors, j'ai deux éléments de réponse. Premier élément de réponse, IA, on se rappelle, le I, c'était pour intelligence, d'accord, et pas ignorance. Donc, voilà, ça c'est déjà un premier élément de réponse, mais peut-être qu'on va mettre ça de côté. Mais en fait, le point le plus important, il n'est pas là. Toute donnée a-t-elle une valeur? La remarque qui consiste à dire la donnée n'a pas la bonne valeur est vraiment le cœur du problème, le cœur de l'enjeu. Et c'est le point sur lequel maintenant je voudrais réfléchir avec vous et vous amener à notre retour d'expérience après 2 ans de création de contenu à grande échelle. Parce que ce problème peut sembler simple et immédiat, mais ce n'est pas du tout le cas en fait. Réfléchissons ensemble au problème de la data. Toute donnée a-t-elle une valeur? Même si ça semble contre-intuitif pour probablement tout le monde aujourd'hui autour de cette salle. Il y a 3 grandes familles de données. La première, c'est celle à laquelle vous pensez tous. C'est ce qu'on appelle la donnée absolue. On est dans le vert. Attribut pour produit, attribut CRM. Si j'ai un produit qui est blanc, il est blanc. Si je suis né en 1980, je ne suis pas né en l'an 2000. On est d'accord. Est-ce que quelqu'un parmi vous, ou alors je vais devoir vous laisser juste y réfléchir un petit peu, peut déjà penser à un deuxième niveau de famille de données pour lequel déjà au niveau de la valeur, c'est un peu plus compliqué, il faut faire un petit peu plus attention qu'une couleur blanche ou une date de naissance en 1980. Je vous laisse peut-être un tout petit peu de temps. J'avais pour objectif d'interagir, mais ce n'est pas le setup malheureusement aujourd'hui. Est-ce qu'il y en a déjà qui ont une idée sur un deuxième type de valeur? On n'est pas très loin de la valeur absolue, mais déjà, il faut se méfier sur la valeur de la donnée. Quelqu'un a une idée peut-être? Pardon? Non. Oui, alors vous y êtes. Vous êtes en fait dans la valeur en elle-même et vous n'êtes pas sur la famille. La taille, le poids, qu'est-ce qui se passe? En fait, la deuxième grande famille de données, c'est la donnée temporelle déjà. Une donnée qui change dans le temps. Donc déjà, au niveau de la valeur, il faut qu'on fasse attention. Alors on peut penser par exemple à des textes de loi qui vont évoluer peut-être d'année en année, l'actualité peut-être au jour le jour, la science aussi au jour le jour. Mais dans une organisation, votre offre business, elle évolue dans le temps. Votre société, elle évolue. Ce que vous vendez en 2022, ce n'est pas la même chose que 2023, 2024, etc. Donc quand on est dans un projet d'IA générative avec des clients, concrètement, ce problème-là, c'est de dire non, mais alors attention, ce fichier-là, t'en tiens pas compte parce qu'il n'est pas à jour, c'est l'autre fichier qui est à jour avec vraiment la valeur de la donnée. D'accord? Donc déjà, données temporelles, on est un peu dans l'orange parce qu'on se dit bon, il y a des valeurs, mais il faut faire attention, il faut quand même prendre la dernière valeur. OK? Et donc maintenant, bien évidemment, je vais vous amener sur la troisième famille, celle qui est très rouge. Je voudrais savoir si certains parmi vous savent quelle est la famille de données qui en fait n'a pas de valeur, qui est omniprésente dans toutes les organisations et qui impacte tous les projets d'IA génératifs. Je vous laisse peut-être un petit moment pour y réfléchir.
Quelle est la famille de données qui n'a pas de valeur? Contextuel, culturel, vous y êtes, on est sur la donnée en elle-même, mais pas la famille. Vous allez comprendre quand je donnerai la solution. L'émotion, oui, vous êtes peut-être dans une évolution, enfin dans une illustration, mais pas dans la famille. Quelle donnée n'a pas de valeur présente partout dans votre organisation et qui va impacter tous les projets d'IA générative? Pardon? Les sentiments, on y est un petit peu aussi. Hein? Oh, bravo. La donnée subjective. Je vais vous donner un exemple très simple. On fait un projet, il faut parler dans le texte IA des meilleures activités à Paris. Est-ce que l'attribut meilleure activité à Paris a une valeur? Ben non, en fait. Il a une valeur pour chacun d'entre vous, pour chaque collaborateur. Si vous êtes plutôt famille, ben on va parler d'activités de famille. Si vous êtes business, il faut parler business. Si vous êtes culturel, il faut parler des musées. Autre exemple, une description, ça a l'air tout bête. Une description est toujours utilisée dans un projet d'IA générative. C'est une donnée qui est disponible souvent dans le SI. La description a été créée à un moment donné par un collaborateur donné. Le chef de projet, 2 ans plus tard, il n'est peut-être pas d'accord sur cette description parce que c'est une donnée très subjective. De manière générale, toute donnée créée par un utilisateur, un collaborateur d'une société est subjective. Le business va dire on fait ça, le marketing va dire bon, le business veut ça, donc on va faire ça un peu comme ça. Et ensuite, il y a l'opérationnel, il a dit bon, j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai fait ça. Donc vous allez avoir 3 documents différents qui parlent du même sujet, mais avec des données différentes et peut-être des conclusions différentes et des incohérences. D'accord? Alors, que se passe-t-il si vous avez une mauvaise donnée en entrée dans l'IA générative? Bon, on l'a vu tout à l'heure. La donnée absolue, ben, tout à l'heure, c'est le répéteur Wi-Fi avec la cocotte minute. Bon, ben, vous avez compris que la sanction tombe assez rapidement. La donnée temporelle, si vous donnez en entrée la valeur 2022, ben, le texte sera faux aussi, parce que le texte ne sera pas à jour. Et pour la donnée subjective, bien sûr, une fausse donnée entraînera un faux texte, mais surtout, et c'est là que c'est le plus compliqué, un texte avec une donnée juste sera potentiellement rejeté par le chef de projet. Parce que ce n'est pas comme ça qu'elle voyait la chose, ou qu'il voyait la chose. D'accord? Donc pour faire face à la difficulté de la data et à son incertitude, on est obligé de mettre en place des stratégies de données. Par exemple, en data absolue, on va multiplier les data sources, prendre ce qui est cohérent entre toutes les data sources, je vais vous le montrer juste après. Pour la donnée temporelle, le client va souvent nous dire bon, il faut regarder plutôt par ici et pas par là. Et pour la donnée subjective, le seul moyen sera de bien préciser ce que vous attendez. Parce que l'IA va faire quelque chose, mais est-ce que c'est vraiment ce que vous attendez? Donc il y a un effort un petit peu de surbriefing, de bien définir ce que vous attendez, sinon vous pouvez être déçu, refuser un texte alors que le texte, il est bon. Alors, on repart sur notre Amazon Wi-Fi cocotte minute. Si je reprends les données Amazon, si en plus je mets la photo du produit, si en plus je mets les attributs constructeurs, et que je demande alors à l'IA, fais-moi une description, puis garde un petit peu tout ce qui te semble un peu cohérent dans tout ça, alors on va s'en tirer. D'accord? Mais pour corriger ce problème, on a dû mettre en place une stratégie de données. OK? Alors, où est-ce que je veux vous amener avec tout ça? La donnée étant incertaine, l'IA étant plus un grand A avec un petit i qu'autre chose, la promesse marketing qui consiste à dire on va prendre un LLM, on va mettre en entrée toute la donnée de l'organisation. Et grâce à ça, on a fait une poule aux œufs d'or, on va pouvoir appuyer un bouton, générer des textes, des images, etc. à moindre coût. Je dis attention, je pense que ça va être très difficile à matérialiser technologiquement aujourd'hui. Pourquoi? Parce que votre donnée en entrée, rappelez-vous, il y aura de la donnée absolue avec potentiellement des bugs, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Il y aura de la donnée temporelle, vous n'aurez peut-être pas mis la dernière version de la donnée, peut-être des versions qui vont être en concurrence les unes avec les autres. Et surtout, vous allez avoir énormément de données subjectives, c'est-à-dire des documents qui se contredisent sur des thèmes donnés, parce que ben voilà, c'est le business, marketing, point de vue opérationnel, etc. Attention. Alors maintenant, passons dans les cas concrets d'application de l'IA générative. D'abord, je voudrais me mettre d'accord avec vous sur l'ambition que nous portons et sur ce que nous faisons chez Incremis et SparkNeo.
L'idée, c'est quoi? C'est de générer à grande échelle des assets, des actifs qui sont publiables, sans relecture ou sans retoucher dans Photoshop. C'est ça qu'on porte, en fait. C'est ça qu'on fait, nous, en fait. D'accord? Donc, par exemple, ici, j'ai plein de salons de coiffure partout en France. On voudrait que l'IA générative nous aide à faire ces textes, ces images et les vidéos avec une certaine cohérence de marque dans tout ça. C'est ça l'ambition et c'est le sous-jacent de toute la suite. Texte, images et vidéo. Quelles sont les technologies qui sont disponibles aujourd'hui dans un cadre B2B? Alors, les textes. Je upload un brief, je donne quelques exemples de textes. Je suis capable ensuite de générer des textes à grande échelle directement publiables. D'après vous, ça existe, on peut le faire, oui ou non? Qui dit oui, peut-être main levée, qui pense qu'on peut faire ça? Il n'y a pas grand monde. Et qui dit non? Probablement le reste. Ben ça, on peut le faire, parce que sinon je ne serais pas là devant vous, je ne pourrais pas payer cette plénière. Donc ça, on peut le faire. D'accord? Image, maintenant. Le pendant de l'image, c'est quoi? Je upload ma charte graphique dans le moteur, je donne quelques exemples d'images faits par le département marketing, et je suis ensuite en mesure, en appuyant un bouton, de générer toutes les nouvelles images dans ma charte graphique pour toute une collection de nouveaux produits. D'après vous, est-ce que ça existe, cette technologie, oui ou non? Beaucoup de gens disent oui. Je me permettrai de dire que non, cette technologie n'existe pas. Je ne suis absolument pas d'accord. Et pour finir, pour les vidéos, rêvons un petit peu. J'upload le scénario d'Oppenheimer, d'accord? J'ai mis le scénario d'Interstellar et le film d'Interstellar, j'appuie un bouton et j'ai Oppenheimer qui sort, prêt à être distribué dans les salles partout en France et dans le monde. Non, bien évidemment, aujourd'hui, on n'en est pas. On n'en est pas là. Et c'est peut-être tant mieux. En tout cas, aujourd'hui, on en est encore sur les textes. Je maintiens que générer des textes à grande échelle qui sont acceptés par le client, c'est déjà extrêmement difficile. C'est le cœur de la technologie, c'est extrêmement difficile. Pour une raison très simple, c'est qu'il faut gérer, on a vu la data qui est en fait très incertaine, gérer le hasard de cette technologie. N'oubliez pas que c'est une technologie qui est basée sur le hasard. Donc il faut gérer ce hasard. Il faut aussi gérer la subjectivité du responsable du projet côté client. Donc on est dans un espèce de triangle un peu des Bermudes, là, où je pense que beaucoup y laissent des plumes. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour approcher? En fait, nécessairement, il faut approcher par un usage avec une volumétrie en fait, qui se déclenche. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va faire face à des coûts fixes. Qu'est-ce qu'on doit faire? Pour mettre en place un cas d'usage, il faut mettre en place un moteur, il faut formaliser un brief. Ça, c'est avec vos équipes. Qu'est-ce que vous voulez comme texte, etc. Il faut quelques exemples. Définir une stratégie de données. D'où vient la data? Est-ce qu'il y a des problèmes? Est-ce qu'on aura des incohérences? Est-ce qu'il faut développer des API, etc., etc. Et ensuite, il faut faire du fine-tuning sur, je ne sais pas, 15-20 textes. Quoi. Bon, voilà, on fait ces 15-20 textes, vous êtes content ou pas? Oui, c'est ce que je veux exactement dans mon ton de voix, etc., etc. Et donc, à partir de là, vous avez déjà investi de l'argent, vous avez une capacité à générer des textes. Donc, si vous faites un texte, globalement, le coût de ce texte, c'est le coût fixe. Si vous faites 100 textes, voilà, et si vous faites 1000 textes, vous allez bien évidemment vous en retrouver beaucoup, beaucoup mieux. Parce que générer un texte en plus, ça coûte zéro. D'accord? Ce qui est très difficile, c'est de mettre en place la machine pour générer un seul de ces textes. Alors, historiquement, on a démarré sur la première famille d'usages que je vais vous montrer, puis nos clients nous ont amenés sur famille 2 et famille 3. Ce sont des familles d'usages qui engendrent de la volumétrie, je vais vous en parler maintenant. Première famille d'usage, on vient du SEO, un use case pour beaucoup de données. Voilà, par exemple, page produit. Je vais investir du temps pour mettre un moteur qui est capable de me générer ma page produit, donc je vais investir un petit peu de temps là-dessus. Par contre, après, j'appuie un bouton, je sors 25 000 pages produits, 250 000 pages produits ou 2 500 000 pages produits, donc je m'y retrouve. Ça, c'est la première famille historique sur laquelle on travaille quand on a lancé Spark Neo en 2022. Ensuite, on nous a amené sur un deuxième type d'usage, c'est plutôt une donnée devient plusieurs assets, plusieurs actifs. Par exemple, une offre commerciale. Une offre commerciale, c'est tout simple, ça a un nom, un mécanisme, et là, elle va se transformer en une pub, 3 SMS, une landing, un display, un email, etc. Donc en fait, une volumétrie va se déclencher. Vous n'allez pas faire 1000 offres commerciales dans l'année, mais comme chaque offre commerciale se transforme en une multitude de choses, une volumétrie se déclenche, et donc ça vaut le coup de mettre en place un moteur pour une offre commerciale qui va en fait se démultiplier sur plusieurs actifs. Et pour finir, là c'est les toutes dernières familles,
il y a la notion des usages récurrents dans le temps. On parle souvent des mails de bienvenue, par exemple. Bon, ben voilà, vous êtes RH, on met en place un moteur Spark Neo qui permet de générer les mails de bienvenue pour un nouveau collaborateur. Vous n'allez peut-être pas envoyer 1 million d'emails le premier jour. Par contre, vous savez que toutes les semaines, tous les mois, vous allez envoyer 3-4 CV à Spark Neo pour générer cet email de bienvenue. Et donc, vous allez gagner du temps tout au long de l'année. Mais en tout cas, je vous dis, il faut toujours qu'il y ait une sorte de volumétrie. Quand l'IA générative est bien approchée, les résultats sont très impressionnants. Donc là, ce qu'on montre, c'est un screenshot d'Incremis avec une personne responsable e-commerce qui génère 740 produits, un demi-million de mots, c'est en un clic de souris. D'accord ? Pour faire ça, elle a utilisé un des modules d'automatisation dans lequel elle a écrit sa page produit, et ensuite, en appuyant un bouton, on est capable de faire des choses. Alors, 3 éléments clés à retenir à propos de l'IA générative, si je vais essayer de laisser 3 marques pour vous. La première, attention à la réalité technologique contre la promesse marketing qui vient de nos amis des US. Hein, ça ne vient pas de chez nous. Deuxièmement, la data est un sujet très complexe, probablement mal analysé, je dirais, à première vue, et qui est très central dans un projet d'IA générative, et honnêtement, qui est très, très difficile à gérer. Il ne faut pas sous-estimer la difficulté avec la data. Troisièmement, toujours, aujourd'hui, on en est sur une approche au cas par cas, et il faut qu'une volumétrie se déclenche. Sinon, vous n'allez pas vous y retrouver sur les coûts fixes de mise en place de ce cas. Donc, pour ceux qui sont intéressés, sachez simplement que demain, nous avons 2 ateliers, où là, on est vraiment les mains dans le cambouis, si je puis me permettre. Donc, à 10h, un atelier avec Incremis SEO NextGen 360, où on va montrer comment on est capable de créer du contenu pour faire du SEO, donc avec de l'humain, avec de l'IA, quelles sont ses répartitions, et avec une démo de la plateforme Incremis. Donc ça, c'est à 10h en salle atelier 2. Et deuxièmement, à 14h, donc en salle atelier 4, Spark Neo, où là, on va avoir une démo sur l'automatisation, création de contenu à très très grande échelle, où on va mettre en évidence beaucoup de stratégies de données. Donc je pense qu'il y aura quelques effets waouh assez impressionnants. Même moi, quand je vois la démo, ça me donne le sourire, le smile. Je vous remercie pour votre attention. Nous sommes déjà arrivés à la fin de cette plénière. J'espère en tout cas avoir été clair et didactique, vous avoir donné les clés pour comprendre l'IA générative, la promesse, la réalité, ce que l'on peut faire. Et j'espère vous revoir bientôt. Et quand vous aurez tout oublié de qui je suis et de ce que je fais, n'oubliez pas simplement qu'il n'y a pas d'IA facile. Merci à vous.